Merci de vous joindre à nous sur ce plateau. Et nous sommes dans ce beau décor sur la terrasse de Best Hotel Aéro Batignolles. C'est juste en face, sinon en diagonale de l'école 8 mars au plateau des 15 ans. 3 ans déjà que perdure le conflit entre l'Ukraine de Volodymyr Zelensky et la Russie de Vladimir Poutine. Mais il ne s'agit pas seulement de ces deux pays, puisque l'Europe et les USA s'y retrouvent impliqués par le jeu des alliances et des intérêts économiques et géopolitiques. Les derniers développements de l'actualité autour de ce conflit remontent à la rencontre du président ukrainien et de Donald Trump au bureau ovale de la Maison-Blanche. Une rencontre qui a tourné, on va le dire, au fiasco. De ce qui peut être considéré comme un dialogue de sourds dans cette Maison-Blanche, plusieurs observateurs arrivent à la conclusion que l'équilibre géopolitique post-première et deuxième guerre mondiale n'est plus la même. Une restructuration est en cours. Mais quelle est, dans ce contexte-là, la place, le rôle de l'Afrique? J'en parle ici sur ce plateau, dans ce beau décor, comme je l'ai dit, de Best Hotel Aéro Batignolles. J'en parle avec Justin Minimona. Il est philosophe et écrivain. Et surtout, je retiens qu'il est auteur d'un essai intitulé « Pour une démocratie sans parti politique ». Bonjour, Justin Minimona. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes aussi avec Niborine Dubiche. Il est politiste et philosophe. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, la première question que je posais, réponse à qui veut la donner, on va aller sur l'actualité chaude, justement. Comment vous commentez la rencontre, la chaude rencontre entre Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche? Je pense que c'était le 28 février dernier. Bon, merci d'abord pour l'invitation que vous nous avez adressée pour essayer de parler de cette situation, effectivement, qui défait la chronique. Cette rencontre, en réalité, c'est une rencontre d'intérêt. Et il s'agit seulement de voir la position du président américain Donald Trump avant de recevoir Zelensky à la Maison-Blanche. Lui, il avait déjà une vision. Quelle est cette vision? C'est celle d'exploiter, on dit bien, les minerais rares, lequel possède des terres... Ce qu'ils appellent les terres rares. Voilà, des terres rares, et il y a des minerais là-bas. Donc, Trump a une vision, avait une vision sur ces terres-là. Et finalement, lorsque Zelensky arrive là-bas, ce n'est pas seulement pour qu'on regarde la question de la guerre, mais Trump, c'est un capitaliste, il faut le comprendre déjà, c'est un capitaliste, c'est un riche, et les riches sont souvent dominés par l'esprit du capitalisme, effectivement, l'esprit impérial. Ils aiment toujours imposer les choses, donc le rapport entre le riche et le pauvre, ça a toujours été un rapport conflictuel. Déjà, quand nous regardons la philosophie de Karl Marx, dont il parle, d'une part, nous avons les deux classes, donc il y a les bourgeois, il y a les prolétaires. En fait, dans le jeu international, en ce qui concerne, dans le rapport entre les nations, ce jeu-là existe. C'est-à-dire, il y a les riches, il y a les pauvres, et l'esprit du riche, c'est toujours exploiter, toujours dominer le pauvre. Donc, lorsque Zelensky arrive à la Maison-Blanche, en réalité,
Trump ne le considère pas comme un égal. C'est un peu ton mal dominant, voilà, c'est comme ça. En fait, il n'est pas à la même dimension que lui. C'est-à-dire que Zelensky est président. Lui aussi, il est président, mais lui, il ne le considère pas comme un président. Parce que c'est un subalterne par rapport à la position de son pays. Donc, il y avait déjà, moi, quand je suivais déjà les médias, ils savaient que là-bas, il y aura toujours un problème. Parce que Trump, c'est un capitaliste, je reviens sur ça, c'est un capitaliste, c'est quelqu'un qui repose toute la vie sur les intérêts. D'accord. Votre avis? Bien, merci. Merci d'avoir posé cette question, mais surtout, merci pour cette énième invitation. Bon, voilà. À la question que vous posez, la réponse, de mon point de vue, peut être simple. Pourquoi? Parce qu'il faut repartir au contexte. Vous savez très bien que quand Zelensky arrive au pouvoir, il arrive parce qu'il est placé là par les Occidentaux, qui recherchent des grands intérêts en Ukraine. Seulement, il va se passer que, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une population ukrainienne qui est comme fabriquée idéologiquement par l'Allemagne. Ce qu'on appelle les nazis ukrainiens. Alors, ces nazis se lancent à la protection du pouvoir de Zelensky. Pourquoi? Mais parce que c'est un pouvoir installé par les Occidentaux. Par conséquent, les nazis ukrainiens cherchent à protéger le pouvoir. Seulement, Zelensky, parmi les décisions qu'il prend, commet, si vous voulez, une imprudence, c'est-à-dire de défendre la langue russe en Ukraine, pour que les Ukrainiens ne parlent qu'ukrainien. Or, on oublie qu'il y a à l'intérieur de l'Ukraine des Russes ukrainiens, c'est-à-dire des Ukrainiens qui parlent la langue russe. Et puis n'oubliez pas que... Qui faisait partie de l'Union soviétique hier. Le foyer linguistique, même le foyer culturel même de l'URSS de l'époque. Voyez. Et donc, ces peuples résistent à ce changement. Et il va y avoir un certain nombre de remous qui vont faire que, finalement, ça entraîne, si vous voulez, des guerres de résistance. Mais n'oubliez pas que dans le même contexte, il y a déjà si vous voulez, comment on va appeler ça? Il y a déjà en Ukraine comme des postes avancés des Américains qui ont pour objectif de fragiliser la Russie. Vous voyez le contexte? Et finalement, les guerres de résistance vont en faveur de l'Otan, de l'Ukraine, c'est-à-dire des peuples ukrainiens qui parlent la langue ukrainienne. Et n'oubliez pas qu'ils sont renforcés par ce peuple ukrainien, ou comment on va les appeler, les nazo-ukrainiens. Et la Russie ne supporte pas que ce peuple ce peuple qui est pro-russe connaisse des choses pareilles. Et voilà que la Russie rentre pour deux raisons. Non seulement défendre ce peuple pro-russe, mais surtout faire en sorte que la stratégie ou le plan américain, déjà exécutif à partir des postes avancés qui sont dans l'Ukraine, ne puisse pas aboutir. D'où ce qu'on va appeler l'invasion russe. Or, ça entraîne la guerre. Et nous sommes dans la guerre. Alors, Zelensky est à la recherche des solutions. Soit d'un arrêt de conflit. Des solutions pour la victoire. Voilà. Sans plan de victoire. Non, pas simplement pour la victoire. Soit d'un arrêt de conflit pacifique en sa faveur, c'est-à-dire en récupérant tous les territoires perdus et récupérés par la Russie, soit, si vous voulez, des accords, soit des accords militaires qui lui permettent d'avoir un certain nombre d'armements pour combattre la Russie et la vaincre. Voyez.
Donc c'est dans cette optique que se trouve Zelensky. Et quand Zelensky circule le monde, il est à la recherche des solutions. Avec l'Europe, il est question de trouver des renforts en matière d'armement et de combattre, de continuer à combattre la Russie, c'est-à-dire de faire l'autodéfense, ou encore trouver les possibilités des grands du monde qui puissent arrêter net l'action de la Russie. Alors, quand il y a changement de pouvoir aux États-Unis, la donne change. Donc le pouvoir qui arrive n'a pas de solution militaire à proposer. Il y a des solutions stratégiques qui finalement se reposent sur l'économie ou sur le commerce. Voyez. Or, comme nous le savons, l'OMC structure le droit du commerce d'une certaine manière. Mais quand Trump arrive, vous voyez bien que la posture de Trump au plan commercial ou au plan des échanges commerciaux est quelque peu prosaïque. Il est clair, il dit, moi, pour arrêter cette guerre, ça ne prend pas du temps, pourvu que l'Ukraine me cède une partie des richesses. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, en plein dialogue avec Zelensky, c'est qu'il dit, les États-Unis vous ont suffisamment aidé. Et il y a beaucoup d'investissements américains faits pour votre pays. Alors, puisque vous n'aurez pas d'argent pour compenser ces investissements, nous vous demandons de nous céder une partie de ce que vous appelez les terres rares, c'est-à-dire des richesses que nous allons exploiter pendant un certain moment, mais c'est nous qui fixons les règles. Voilà le problème. Le problème n'est pas autour du fait qu'on va céder les terres rares, mais parce que Trump veut que ce soit les États-Unis qui fixent les règles d'exploitation. Parce qu'à la base, cette histoire de terres rares, les Américains n'étaient pas au courant qu'il existait certainement ces terres rares. En fait j'ai envie de dire que c'est Zelensky qui, dans un passé, a proposé, a parlé de ces terres rares-là. Ben justement, en matière de négociations au plan interne ou de politique internationale, les négociations se basent toujours sur des échanges. Toujours sur des échanges. Si Zelensky brandit l'hypothèse des terres rares, mais parce que pour l'instant, Zelensky n'a pas du capital à libérer. Est-ce que vous comprenez? Et comme Trump est commerçant, il est capitaliste, il se dit que les États-Unis peuvent mieux récupérer ce qu'ils ont dépensé en Ukraine en procédant par ces échanges d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils coopèrent avec la Russie qui est devenue un allié pour qu'ils arrêtent la guerre et que les États-Unis se lancent dans l'exploitation. La question qui se pose là, c'est-à-dire l'énigme que Trump soulève en faisant ainsi, c'est que deviennent les intérêts russes en Ukraine si seuls les États-Unis peuvent exploiter les terres rares. Est-ce que dans les accords entre les États-Unis et la Russie, il ne va pas se passer que dans cette exploitation, la Russie aussi bénéficie de quelque chose? Ou dans les accords qui seront signés avec l'Ukraine, est-ce qu'en dehors de la part des États-Unis, il n'y aura pas une part pour la Russie? Voilà le problème. C'est pourquoi Zelensky ne veut pas se considérer comme un État faible. Alors, généralement, je termine, qui va se faire exploiter de cette manière-là. Donc, la Russie, plutôt Zelensky, président de l'Ukraine, aimerait que le droit ukrainien en matière d'exploitation des richesses soit brandi. Or, Trump n'entend pas cela de cette oreille. C'est pourquoi, moi je continue à croire qu'il y a encore possibilité, de négociation. On ne peut pas penser que c'est un échec historique et définitif. Non. En matière de politique, il est toujours possible de rebondir et de rediscuter. C'est pourquoi je pense que c'était une tentative, une première. Il est possible qu'à partir de la diplomatie, que tout se rejoue encore. Maintenant, vous avez soulevé une inquiétude dans votre introduction. Alors, dans tout ça, que devient l'Union européenne? Mais il faut faire très attention, parce que dans les accords passés entre l'Union européenne et les États-Unis, il existe des accords commerciaux. Même si vous avez vu que Trump a eu une attitude à l'égard de l'Union européenne, pareil qu'à l'égard de la Chine.
en montant de 25%, en augmentant de 25% les taxes douanières, sinon les taxes commerciales, vis-à-vis de l'autre là, de l'Union européenne. Mais il reste que tout cela se base sur des soutènements commerciaux, enfin des soutènements de règles commerciales que l'Union européenne va accepter. Vous avez vu Macron aller aux États-Unis comme pour interpeller Trump sur les grands accords internationaux qu'il y a eu entre l'Union européenne et les USA. Vous voyez, c'est bien de clamer tel que fait le président Trump. Clamer, c'est bien, mais il faut que ça se repose sur du substantiel. Or, le substantiel, quelquefois, ne l'autorise pas. Donc, croyons que d'ici là, il y aura recomposition en la matière et que le monde pourra retrouver son équilibre. Alors, ce que je veux comprendre, Justin Minimona, Niborine Dubiche, c'est... on a parlé de diplomatie tout à l'heure. Dans la rencontre entre Zelensky et Trump, on n'a pas vu ce que recommande en fait la diplomatie. En réalité, ce genre d'échange, ce genre d'entretien se fait en coulisses. Selon vous, pourquoi les choses se sont passées comme ça devant les caméras? Selon vous, pourquoi Trump a fait les choses de cette manière? Parce qu'on a l'impression que le président ukrainien était un peu dans une espèce de guet-apens. Bon, je vais ajouter ceci. Il faut voir la manière avec laquelle Trump a été voté. Vous voyez? Trump est de ce que l'on appelle l'euphorie de gouvernance, c'est-à-dire l'euphorie du pouvoir. Trump se croit être désormais le président du monde entier. Ce qu'il oublie, c'est qu'il peut arriver, même dans les accords qu'il signe avec, qu'il veut signer avec la Russie, mais il peut arriver que cette imprudence procédurale au plan diplomatique fasse que l'Union européenne arrête les rapports avec, comment on appelle ça, avec les Américains et signe avec les Chinois, comme les Arabes et d'autres partenaires. Pourquoi pas la Russie? En ce moment-là, le visage des rapports internationaux ou du droit international se recompose. D'accord. Or, Trump devrait être prudent. Vous recevez un chef d'État, ça mérite respect. Vous recevez un chef d'État, il vous est d'abord permis d'être en coulisses, de discuter avant de venir rendre les résultats publics. Mais vous ne considérez pas l'autre, comme un petit chien à qui vous dites n'importe quoi et vous pensez que ça marchera parce que l'Ukraine a des amis au plan international qui ne pourront pas accepter cette manière de traiter un chef d'État. Vous voyez? Donc... Partagez le même avis? Oui. Vous ne voyez pas que je suis en train d'acquiescer. Voilà. Donc, en fait, il faut aller sur la base. N'oubliez pas que les rapports entre les États sont basés sur le respect réciproque. Donc, l'idée de Trump, en faisant cela, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête de Trump? Mais il comptait sur la fragilité actuelle de Zelensky, puisque le pays est fragilisé. Zelensky est à la recherche des solutions, je l'ai dit ici tout au début de cette émission. Zelensky est à la recherche des solutions. Il est fragilisé, donc il attend de Trump des meilleures propositions. Or, quand il arrive, n'oubliez pas que les rencontres internationales entre les chefs d'État se préparent. Donc, le cabinet du président Trump a préparé la rencontre, le cabinet du président Zelensky aussi a préparé la rencontre. Donc, il y a des formes de velléité quelque peu prévisibles qui n'ont pas été, si vous voulez, manifestes à cette occasion-là. Bien au contraire, c'est aller du côté de la volupté. Ce qui fait que... Alors, si de deux côtés, on peut préparer en amont le... mon argument. Okay. Ce qui fait que le côté ukrainien a été quelque peu surpris par cette volupté trumpienne, si vous voulez. Vous voyez? Parce que c'est inhabituel dans les relations internationales ou dans les rapports entre les États. C'est inhabituel. Vous voyez? Même l'autre, le président nord-coréen, ne l'oserait pas. Voyez-vous? Parce que dans les rapports entre les États, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours le respect à la base. Et puis l'esprit d'écoute. Ce sont des offres.
les échanges internationaux se basent sur des offres. Donc, il faut que vous compreniez l'offre des autres avant de contredire. Or, ce n'est pas le cas chez Trump, simplement parce qu'il considère que le président Zelensky vient avec tout espoir de trouver des solutions aux États-Unis. Et donc, le président Trump peut lui proposer n'importe quoi comme issue, il accepterait. Ce qui a été malheureusement une grande désillusion pour lui. Alors, en fait, moi, je voulais réagir aussi à ce niveau-là. Pourquoi? C'est-à-dire, dans ce qu'il a dit, il y a eu l'esprit de zèle chez l'excès de zèle. L'excès de zèle, effectivement, chez Trump. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il est habité par l'esprit capitaliste. Donc, le capitalisme, c'est celui-là qui veut détruire en réalité ce que la société a conçu. Parce que lui, il fait les choses à sa manière, selon sa vision. Il veut imposer. Regarde, même le conflit, entre les Occidentaux et les Chinois. Moi, je vais vous dire, moi, je donne raison aux Chinois. Comment comprendre qu'on fabrique ce téléphone en Chine, quand on fixe le prix, c'est le même prix du matin au soir. Mais comment, quand vous êtes dans le monde occidental, donc le même téléphone là, fabriqué par moi, toi tu fabriques, lui aussi fabrique, chacun peut donner son prix. Vous voyez? Donc on est dans l'esprit libéral qui domine chacun dans le monde capitaliste. Or, donc quand il a parlé tout à l'heure de la manière dont Trump avait été voté, moi, c'est-à-dire quand je réfléchis, vous savez, parmi les principes politiques de Platon, il y a l'interdiction de voter les gueux, c'est-à-dire les assoiffés du pouvoir. Et ce sont lesquels? Pour Platon, ce sont ces gens-là qui viennent solliciter le pouvoir du peuple. Parce que pour lui, en fait, Platon, il revient au peuple de détecter lui-même celui qui doit diriger. Ce n'est pas à quelqu'un de venir se dire, bon, écoutez, moi, je viens solliciter... On l'a vu, le peuple américain a choisi Donald Trump. Non, mais Trump, c'est pas le peuple américain. Trump a sollicité et le peuple l'a accepté. Donc, la vision platonicienne, là, il dit très bien, lorsque vous choisissez les gueux, le pays risquera d'avoir des problèmes parce qu'ils mettront en pratique la vision de leurs intérêts. C'est là où nous sommes. Je suivais entre Trump n'est pas sur les intérêts personnels, il est sur l'intérêt de l'Amérique. Il défend l'Amérique. Non, suivez. Les intérêts personnels sont là. Sinon, pourquoi il veut maintenant, comment on appelle, annuler tout ce qui a été décidé contre lui par rapport à ce qu'il avait fait? S'il n'est pas derrière ses intérêts. Ce que vous ne comprenez pas, ce qui se trame actuellement, le monde va vers... non, le monde, c'est-à-dire quand nous prenons les États-Unis, nous prenons cette association-là avec le président russe. Mais ça devient, comment nous appelons cela, le système économique qui repose sur la richesse, l'oligarchie. Ça devient l'oligarchie. Ce qu'on est en train d'instaurer aux États-Unis. Vous prenez donc Trump, milliardaire, Elon Musk. Voilà, Elon Musk, milliardaire. Donc, il choisit les milliardaires pour diriger l'État. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pas pour diriger l'État, pour diriger le monde, comme disait... Voilà, bon, pour diriger le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des obligations qui sont élaborées là, que les riches doivent, les riches doivent répondre. Mais vous constatez qu'aujourd'hui, Trump est en train d'émietter toutes les taxes qui sont fixées contre les riches. Donc ça veut dire qu'on va vers l'oligarchie pure et simple. Alors, moi j'ai une question. Au cas où Zelensky, justement, il a refusé de signer l'accord comme proposé par Trump, et la réponse de Trump a été directe. Trump dit, mais vous allez vous battre seul. Même si l'Union européenne dit aujourd'hui que, en fait, les pays de l'Union européenne disent que nous sommes avec Zelensky, ont réaffirmé leur soutien à Zelensky. Mais comment vont se passer les choses? Si, par exemple,
les USA se désolidarisent de l'Ukraine et donc de l'Union européenne. Ils se mettent illico, donc automatiquement, avec la Russie. Est-ce que on va vers quoi en ce moment-là? Bon, il faut revenir à ce qu'il disait tout à l'heure avant que je ne réponde à votre question. Vous voyez, les États-Unis, à la fin du pouvoir de Biden, a eu quelque peu du mal à financer un certain nombre de projets, mais a privilégié le financement de la guerre, par exemple en Ukraine et en Israël. Vous voyez? Et Trump pense, en tant que capitaliste, Trump pense que c'est du capital perdu. Voilà. Il faut récupérer plutôt tout ce capital perdu, réinvestir aux États-Unis pour soutenir les États comme la Californie, qui est quelque peu aujourd'hui dans les faiblesses de paiement. Vous avez par exemple la Picardie, qui accuse quelques problèmes, et même New York, s'il vous plaît. Voyez-vous? Donc, comment faire pour renforcer l'État? Il faut augmenter les taxes pour tout produit étranger qui rentre aux États-Unis et faire en sorte que les services financiers américains produisent plus qu'avant, produisent plus du capital qu'avant. En dehors de cela, il y a qu'il faut surveiller les frontières. Parce que quand il y a trop de population dans votre pays, non seulement la possibilité d'emploi pour les nationaux est réduite, mais que le capital en faveur des pauvres circule plus que si on avait une sorte d'orthodoxie au niveau des frontières. Vous voyez? Donc il faut arrêter le phénomène de l'immigration. Il faut veiller à ce que les entreprises américaines produisent plus de cash flow et faire en sorte que les accords entre les entreprises ne se basent que sur les rapports pairs. C'est-à-dire que les entreprises américaines, par exemple, ne peuvent avoir des relations qu'avec les entreprises britanniques, par exemple. Parce que n'oubliez pas que l'économie britannique ou l'économie anglaise est parmi les plus fortes de l'autre-là, de l'Europe. Vous voyez? Et puisque l'autre, les Anglais ou les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, ça permet aux États-Unis de mieux coopérer avec les Britanniques, qui trouvent là un partenaire sûr. Parce que quand vous lisez Keynes dans la théorie de l'emploi, il vous dit que la plus grande assurance des entreprises pour atteindre leur meilleur cash flow, c'est dans la coopération entre les entreprises de même identité. Et quand elles sont de même identité, ce qui est traduit, c'est non seulement les cash flows élevés, mais surtout le mode de production à partir des services et des actions. Voyez-vous? Alors, en ce moment-là, Trump se dit, il nous faut trouver des vrais partenaires qui nous permettent d'initier les meilleures relations entrepreneuriales qui permettent aux États-Unis non pas de perdre, mais de gagner en hauteur. Voyez-vous? C'est pourquoi il privilégie, si vous voulez, l'augmentation des cash flows des entreprises à partir des relations entre les... mais surtout à partir de la multiplication des services et des actions à l'intérieur des entreprises. Alors, quand il est sous cette vision, qu'est-ce qu'il vise? Il vise l'accumulation de la richesse qui permettent aux États-Unis de gagner leur stabilité. N'oubliez pas que les États-Unis est un grand État. C'est un État fédéral qui est assez large. Donc, il faut faire en sorte qu'aucun État ne dépende de l'autre parce que faible. Il faut qu'il y ait de l'autonomie partout. Or, cette autonomie nous vient de l'exploitation économique ou de la circulation financière. Voyez? Donc, Trump veille à ça. D'accord. Moi, j'en viens donc à ma question. Ah oui, Trump veille à ça. C'est pourquoi vous comprendrez que si vous avez un président qui veille sur la richesse, qui veille sur l'augmentation de la richesse, la suite, c'est l'équilibre de la nation. C'est simplement ou c'est seulement cette richesse-là qui fera qu'au niveau de l'armement, il soit fort parce qu'il en aura produit assez. D'ailleurs, vous savez que l'Europe a comme source d'armement les États-Unis. Il en produit assez, donc il produit assez d'armement et
se donne plusieurs clients dans le monde. On peut dire que Trump joue bon jeu. Il a une bonne en vision. faveur des États-Unis. Justement, naturellement. Non, les imprudences, c'est à quel niveau? C'est dans la manière de négocier. On ne négocie pas sauvagement, permettez-moi le terme. On ne négocie pas sauvagement parce que vous êtes emporté par la passion de gagner. De gagner. Un peu de populisme aussi dedans là. Voilà. Donc, il faut de la prudence dans la négociation parce que n'oubliez pas que chaque État est conduit par un droit particulier. Chaque État a une constitution, a une manière de se pourvoir en bourse. Et donc, il faut respecter la manière avec laquelle chaque État se pourvoit en bourse ou chaque État se lance dans un commerce. Maintenant, à la question que vous avez posée, j'aimerais que vous me la rappelez pour que je... Justement, si, comme Zelensky n'a pas signé l'accord... Qu'est-ce qui s'ensuit? Mais justement, Zelensky, et vous avez vu d'ailleurs que juste après cet échec, l'Union européenne s'est retrouvée. Nous avons là deux postures possibles. La première posture, c'est que l'Union européenne se réorganise du point de vue de l'armement à renforcer l'Ukraine jusqu'à gagner la guerre, puisque les États-Unis n'entreront jamais du côté de la Russie pour combattre l'Ukraine. Ça ne se fera jamais. Il y a des accords entre les États-Unis et l'UE à partir de l'OTAN qui lui interdisent de s'évader. Voyez-vous? Et donc il ne le fera pas. L'UE se battra, c'est la diplomatie, hein? L'UE se battra toujours à ramener Trump sur les positions américaines de départ. Ça c'est un. Deux, c'est de faire en sorte que l'UE continue à négocier avec les États arabes, avec la Chine, avec, comment on appelle, la Corée du Nord, pour ramener la Russie à une position qui veut qu'on aille vers la paix à partir d'une pacification des rapports entre l'Ukraine et la Russie. Mais alors, des conditions seront posées. Il faut un dialogue. Les conditions seront posées, il faut aller à un dialogue. C'est ce dialogue qui fera en sorte que, bon an, mal an, étape par étape, procéduralement, qu'on aille vers des solutions recherchées parce que le monde ne sera toujours pas en guerre à partir de ce conflit russo-ukrainien qui prend non seulement de l'argent mais aussi de l'armement. Parce que depuis qu'on a commencé à parler, mais on n'a pas parlé de la charte de l'ONU. Vous savez très bien que la charte de l'ONU interdit toute annexion d'un État par un autre. Et la faiblesse de l'ONU constatée à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, tous les grands États se partagent des intérêts à l'intérieur de ce conflit. Ce qui fait que l'ONU est inamovible. L'ONU pour aller vers la paix, mais il faut dialoguer tout simplement. Quelle est la voie qui compte? Quelle est la voie qui compte? Mais c'est la voie du dialogue. C'est la voie. Je vais sur une autre. Est-ce que c'est la voie de l'Amérique, des États-Unis qui pèse? Est-ce que tout dépendra de Poutine? Bon, mais il faut d'abord se dire que tous les pays qui aident, l'Ukraine aujourd'hui s'attendent à des bénéfices. Parce que ce n'est pas l'Église, hein, on ne va pas aider pour aider. Tous les rapports internationaux, à partir de Kepler, nous sommes en 613, sont des rapports basés sur des intérêts. Basés sur des intérêts, on ne peut pas faire autrement. Toute l'aide, d'ailleurs Trump n'a fait que dévancer en réalité, toute l'aide qui est apportée à l'Ukraine aujourd'hui sera remboursée demain. Alors, ce qu'il faut faire finalement, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête, qu'il y ait des accords signés, y compris entre l'Ukraine et les pays qui l'ont aidé hier. La question que je me pose justement, pour que la guerre s'arrête. Peut-être c'est parti avec cette rencontre de Trump et Zelensky. Je voulais en venir à la position. Comment arriver justement la position de Trump, où il pense qu'il faut gagner des terres rares, pourra être possible
au terme justement des négociations, puisque les États-Unis ont aidé l'Ukraine. Maintenant, chaque pays ayant aidé l'Ukraine aura un type d'accord à signer avec l'Ukraine. N'oubliez pas que quand le président Zelensky va négocier, il y a déjà des rudiments de texte, des rudiments d'accords qui sont signés entre... Parce que les autres États n'acceptent pas de venir aider comme ça. Pour venir aider, il faut qu'il y ait quelque chose au départ qui est signé. Il faut qu'il y ait des accords, il faut qu'il y ait des clauses. Donc ce sont ces accords sur lesquels ils reviendront pour garantir l'applicabilité ou l'exploitation des textes qui ont été signés avec l'Ukraine pour que l'Ukraine sache jusqu'à quel terme obéir à ces accords ou rentrer en application. Et je termine en vous disant ceci. Vous savez, nous sommes là dans le cadre des relations internationales. En matière de relations internationales, il s'agit des États avec toutes les forces matérielles, si vous voulez, financières qui les caractérisent. Et donc, quand vous allez négocier avec un autre, c'est pour s'attendre à ce que l'autre État vous fasse des propositions qui vont se reposer sur des intérêts à gagner. Et donc, l'Ukraine sait, là où est l'Ukraine sait que si la Russie l'envahissait complètement, la Russie sera obligée d'accéder à toutes les richesses et finalement de les commercer. Voyez-vous, ce qui n'est pas souhaité par les Ukrainiens. Bon, si la guerre s'arrêtait, tout État en commerce ou en relation avec l'Ukraine cherchera à gagner des bénéfices à court ou à long terme. Le plus important sera d'avoir gagné la paix ou le calme dans le monde à partir de cette guerre. Un peu comme l'image que nous voyons venir entre l'Israël et la Palestine. Vous voyez? Donc, c'est tout doucement, c'est très difficile, c'est à la limite délicat, mais il est possible qu'on y arrive. Bon, moi, je vais partir de la question sur lorsque vous avez dit où est-ce que nous allons arriver avec le comportement de Trump par rapport à ce qu'il manifeste. En fait, dans ma vision, parce que je réfléchis comme j'écris sur la politique, donc je suis tout ce qui se passe dans le monde et je cherche toujours à une interprétation, une vision personnelle. En fait, Trump veut amener les États-Unis à l'isolationnisme. S'il ne fait pas attention. Parce que déjà, le monde... Pas veut, mais peut amener les États-Unis à l'isolationnisme. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous voyez que les Chinois, même s'ils ne s'entendent pas avec les Russes, mais quand il s'agit de la question d'un pays communiste qui est en quelque sorte menacé, ils se rangent derrière tout le monde. Hein? Ils font une force commune. Donc vous ne verrez jamais la Chine abandonner la Russie, abandonner la Corée du Nord quand elle est en difficulté. Et pourtant, économiquement, il y a des divergences. Or, donc, ces alliances-là, que nous avons, même si on dit non, à partir de la perestroïka, le monde, les deux blocs avaient pris fin. Moi, je trouve que c'est faux. Parce que nous avons toujours d'un côté les capitalistes, hein, les occidentaux, et de l'autre, le socialisme, le communisme. Donc, ce système-là reste toujours. Bon, là, les États-Unis sont dans le camp capitaliste. Donc, avec toutes les alliances signées, comme mon collègue venait de le dire. Donc, toutes les alliances signées avec ces pays-là. Et Trump arrive maintenant pour détruire tout ça. Alors, lorsque je regarde un peu le monde, je me dis qu'il y a, je peux me tromper, mais moi je regarde trois blocs. C'est vrai qu'il y a les Occidentaux, mais moi je les sépare. Je pense qu'il y a les USA d'un côté, il y a l'Europe, et puis il y a les BRICS aussi. Est-ce que les BRICS sont un outil économique seulement, ou c'est un outil politique ou géopolitique? Non, les BRICS, bon, en fait, il faut
les BRICS ne répondent pas à une question politique. Les BRICS répondent à une question économique. Parce que c'est bien dit, nous le lisons, nous le voyons. Les pays qui ont créé le BRICS veulent faire face au FMI et à la Banque mondiale. Donc là-bas, il n'y a rien de politique. C'est tout ce qu'on décide là-bas, c'est l'économie. Tout est politique en réalité. Non. Okay, tout est politique, non. Mais nous avons deux pôles. Il y a l'économie et il y a la politique. Il ne faut jamais confondre ça. Aujourd'hui, moi je suis formé philosophe, il est formé philosophe. Vous savez ce que nous disons, lesquels détruisent ce monde, ce sont les économistes. Mais nous avons fait la politique. N'est-ce pas, mon cher? Nous avons fait la politique. C'est nous qui apprenons toutes les doctrines politiques, la gestion de l'État. Mais quand vous prenez les économistes qui aujourd'hui ont le dessus sur presque tout, il y a une divergence entre l'économie. L'économie, ils disent ceci, la politique s'accompagne de l'économie, oui. Mais dire que bon, la politique c'est l'économie, non. La politique s'accompagne de l'économie. Et là-dessus déjà, lorsque l'économie domine sur la politique, c'est un danger pour tout État. C'est un danger pour tout État. Parce que c'est à la politique, en réalité, de tracer toutes les lignes. Je dis bien toutes les lignes de la vie d'une société. Mais quand on part de l'économie pour tracer les lignes de la vie, et c'est la faute du FMI, je ne peux pas mâcher les mots. Parce qu'aujourd'hui... L'avis de Niborine Dubiche sur cette question-là, justement, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui on peut commencer à considérer les BRICS comme une force qui peut devenir politique aussi? Mais justement, mais pourquoi pas? Les BRICS sont des formes d'organes qui permettent à une partie du monde de trouver les mécanismes nécessaires pour équilibrer l'économie et les finances. Voyez-vous? Donc, tout pays membre des BRICS se renforce à partir des mécanismes fixés et développés à l'intérieur de cette association, ou si vous voulez de cette organisation, mais surtout renforcer tout membre qui est en fragilité à l'intérieur. Mais aussi, il peut y avoir qu'un pays du monde qui n'est pas membre des BRICS cherche à venir trouver de l'aide chez les BRICS. Et les prescrits existent pour ce genre de conditions. Mais seulement, voyez bien que si vous n'êtes pas économiquement efficace, politiquement vous êtes faible. Voyez-vous? Donc, si les BRICS se renforcent, moment souvent, c'est bien parce qu'ils ont envie de tenir l'équilibre du monde dans les mains. Voilà. Voyez? Mais au-delà de tout, on peut tenir l'équilibre du monde, on peut avoir du capital de manière équilibrée tout le temps. Le plus important, c'est de considérer que dans les échanges avec d'autres États, il s'agit de coopérer avec d'autres humains qui ont leur droit d'être, leur droit à la survie, qui ont la dignité d'être là. Vous voyez? C'est pourquoi dans les négociations avec d'autres États, ce qu'il y a à privilégier avant, c'est l'humain, qui est votre égal. Et ces derniers temps, je ne cite plus les ouvrages pendant les émissions, parce que je considère que ce n'est pas un cours. Mais si je peux revenir à la mondialité, le texte de la mondialité du professeur Charles Zacharie Boao, vous verrez qu'il y a à l'intérieur une phrase qui est écrite comme ceci, qu'il faut humaniser l'économie. Voyez-vous? Mais justement, il faut humaniser l'économie. Vous voyez ce que le président Trump fait. Bon, c'est possible à un homme ou à un chef d'État de connaître des glissements pareils, mais ce que le président Trump fait est plus déterminé par la volupté. C'est ainsi que j'invite les États-Unis à se servir de cet ouvrage du professeur Boao et de s'humaniser avant de chercher à exploiter les autres.
Il faut humaniser l'humain, humaniser l'homme, humaniser l'action humaine à partir de laquelle on peut lire l'économie. Mais il y a un autre ouvrage, L'intruse du califat, qui est l'ouvrage de M. Charles Kwanga. Voici ce qu'il dit à la fin de son texte. Il dit ceci. Il dit que le monde est caractérisé par des intérêts, c'est vrai, y compris idéologiques, et même dans les idéologies religieuses. Mais ce qui est plus important à l'intérieur des partages ou de l'interaction humaine au plan international, c'est le respect d'humain en le pensant toujours comme un être créé. Alors, si cet être est créé par un autre être suprême qui nous aurait tous créés, le respect que nous devrons avoir pour l'humain est le respect dû à ce créateur. Par conséquent, personne ne peut nier au monde qu'il a été créé, puisqu'il ne s'est pas auto-créé. Par conséquent, les relations entre les créatures devraient être des relations harmonieuses, quoique l'économie nous oblige quelquefois d'aller vers l'oubli de cette sacralité humaine. Bon. Donc j'invite les États-Unis et j'invite tous les pays du monde, y compris ceux de l'Afrique, à participer à ce concert d'humanisation de l'économie et de la politique. Merci beaucoup Niborine Dubiche et Justin Minimona. Je rappelle que vous êtes tous deux philosophes. Niborine est politiste aussi et Justin Minimona, lui, est écrivain. Il nous reste une minute, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsqu'on voit la posture de Zelensky devant Trump à la Maison-Blanche, lorsqu'on regarde les rapports entre l'Europe et les États-Unis, et lorsqu'on se met à réfléchir, en tant qu'Africain, on se dit, par rapport à ces rapports entre pays, et justement nous avons discuté ici, on a parlé de tout, hein, on a parlé de l'Asie, on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Amérique, mais on n'a pas parlé de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique n'a pas son mot à dire, ou est-ce que l'Afrique justement devrait saisir la balle au bon pour se poser les véritables questions? En fait, il ne reste qu'une minute. Le moment est je peux dire le moment est le bienvenu pour que nous prenions réellement conscience et nous donnions de la valeur à ce que nous sommes, nous les Africains. Pourquoi? Parce que déjà, l'Afrique avait été conduite dans cette pratique ou dans l'état où elle est par les Occidentaux. Or, je ne peux pas vous le révéler, vous le savez très bien. Pourquoi, par exemple, Matua avait créé l'amicale? C'est quand il arrive en France et constate que les Blancs qui se présentaient ici comme ne mourrons pas, ne tombons pas malades, nanana, ils arrivent là-bas et constatent qu'ils tombent malades comme nous, bon, ils meurent comme nous, mais pourquoi les vénérer comme des dieux, comme ceci? Et voilà, il va créer ce mouvement-là comme un moment de révolte. Donc nous devons aujourd'hui vraiment profiter de ce qui se passe actuellement. Pour faire quoi? Mais pour revenir à nos valeurs. Il a parlé tout à l'heure de mettre l'homme au centre. En fait, ce n'est pas seulement de l'économie, c'est l'homme au centre de toute action. Moi, j'ai écrit un livre, Le capitalisme dénature la démocratie. Les Occidentaux, je vois des commentaires qui se font en Europe. Mais je n'ai pas la possibilité, par exemple, d'amener le livre au Congo. Mais ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai dit quand je dis le capitalisme dénature la démocratie. J'ai montré quoi? La démocratie, on dit pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, elle met qui au centre? C'est l'humain, l'homme. Mais quand vous prenez le capitalisme, il repose sur quoi? Sur l'intérêt financier. Donc, c'est d'abord le capital qu'on valorise. Vous prenez le capitalisme, vous le gérez avec la démocratie, vous créez des problèmes à la démocratie. Parce que la démocratie met au centre l'homme, l'humain. En toute action, on doit
partir de l'humain, non d'autres intérêts. On ne peut pas avoir une autre vision sur ce que l'on fait. Dubuche pour boucler. Je veux terminer par l'exemple là. Il faut seulement regarder nos traditions. Moi, j'ai grandi un peu au village. Et au village, on ne pouvait pas te permettre, toi, par exemple, de vendre le manioc, de donner ton prix toi-même. C'est le consentement de tout le village. Et on regardait d'abord l'individu. L'individu, pas ce que tu as créé, l'individu, la personne. Et moi, mon père m'avait posé une question un jour. Entre l'argent et l'homme, qu'est-ce que tu préfères? Moi, idiot, j'avais dit, oh, papa, c'est l'argent. Parce qu'avec mon argent, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et papa m'avait dit non, l'homme est mieux parce qu'il m'avait dit ceci. Quand tu dis tu peux acheter, tu peux trouver un domestique hein, ou une domestique chez toi. Est-ce que ce n'est pas un homme? Tu vas le payer, oui, avec ton argent. Mais est-ce que ce n'est pas un homme? Je dis oui, papa, c'est un homme alors. Donc l'homme a plus de valeur que l'argent. C'est pas ce que Trump pense. On va aller certainement vite. Voilà. Sur cette question, il faut revenir à la théorie de la reconnaissance. Les pays africains sont des États comme les autres. Aujourd'hui, nous avons certainement des faiblesses au niveau des équipements. Mais il faut qu'on travaille à la reconnaissance, c'est-à-dire que le peu qu'on peut faire de manière efficiente, que cela soit fait. Par exemple, la production. La production. On peut organiser notre production. Il faut produire davantage pour nous donner une certaine indépendance, une certaine autonomie, non pas seulement de fonctionnement, mais surtout d'autoconsommation. Quand vous avez une autonomie d'autoconsommation, vous cessez de dépendre totalement des autres et vous créez des formes de structures et de produits, sinon des substances, qui peuvent attirer les autres économies vers vous. En ce moment-là, vous ne dépendez plus complètement d'eux, mais eux aussi peuvent venir vers vous et vous négociez à titre égal. Vous négociez à titre égal et c'est par cette reconnaissance que les autres vous admettent comme des partenaires. Mais voyez bien ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui. Déjà, entre les membres de l'Occident, il y a des fragilités pareilles. Imaginez que des pays africains qui sont faibles du point de vue économique, du point de vue financier, se mettent à se lancer sur le marché international à rechercher de l'aide. Les autres vous diront, nous-mêmes avons assez de problèmes que nous ne pouvons pas aujourd'hui vous aider. Donc, ce qu'il est à faire, c'est travailler suffisamment à produire sur tous les plans, même sur le plan administratif. Il faut produire des catégories supérieures qui permettent à notre administration d'être à l'aise dans son fonctionnement et faire en sorte qu'on anticipe au plan technologique. Il nous faut anticiper au plan technologique et scientifique. Rappelez-vous ce débat qu'on a eu avec vous sur la possibilité de l'évolution de la croissance scientifique, mais aussi de la croissance technologique. Voici les deux moments qu'il faut aux Africains pour lever la tête et essayer de coopérer, peut-être pas de manière équitable aujourd'hui, mais avec le temps de manière équitable. Il soulève la question du prolétariat. Mais justement, le but du prolétariat, ce n'est pas de rester un ensemble de pauvres, puisque le prolétariat produit déjà. Ce que doit faire le prolétariat, c'est de produire davantage jusqu'à être à l'étape de commercer avec la bourgeoisie et faire en sorte que demain, le prolétariat assure les offices bourgeois de production et de transformation pour qu'il y ait égalité. Voyez-vous, voilà. C'est dans cette égalité de production, dans cette égalité si vous voulez, d'assises, que finalement le prolétariat respectera plutôt la bourgeoisie respectera le prolétariat. Et c'est dans cette condition également que l'Occident respectera l'Afrique et la coopération sera quelque peu équitable. N'oubliez pas qu'au plan international, en matière de coopération internationale, le monde vise aujourd'hui d'accéder ou d'atteindre cette coopération internationale équitable qui fera qu'aucun homme ne puisse me juger un autre. Voilà. Mais ça passe par la production, par le travail et le dégagement d'énergie dans tous les secteurs. Voilà ce que j'avais à dire sur la question et j'en ai terminé. Merci en tout cas pour vos brillantes interventions.
Justin Midomona, écrivain et philosophe, Niborine Dubiche d'Albert, politiste et philosophe. Nous avons parlé des questions d'actualité ici. On a parlé de la crise en Ukraine avec toutes ses ramifications et surtout sur l'actualité autour de la rencontre entre les présidents Trump et Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février dernier. Merci de nous suivre sur la télévision nationale, Télé Congo, chaîne nationale, et sur nos réseaux sociaux, MBG, Studio 210 sur Facebook et Studio 210 sur YouTube. Nous remercions aussi nos amis de Best Hotel Area Batignolles et nous pensons particulièrement à Monsieur Boris Mompi et à tout le personnel qui nous a bien accueillis ici. On vous dit merci et à une prochaine occasion.